Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas sorti de Hey Zogma à quoi tu joues. Je ne sais plus si je suis capable de donner mon avis, donc désolé si c'est un petit peu brouillon. Aujourd'hui, on va parler de 4 jeux comme d'habitude, on va parler de World Wonders, on va parler de Aventure Z, Lovecraft, on va parler de, j'ai déjà oublié, Chocobo's Dungeon et de Djinn. Il y a un de ces jeux qui est déjà présent en vidéo sur la chaîne et il y a un autre jeu qui sera présent sur la chaîne d'ici une semaine ou deux. Que de mystère, n'hésitez pas à aller directement sur le timer de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Partagez tout ce que vous voulez, mettez un petit commentaire, patati patata, patata, parce que c'était patati. Bref, si c'est pas votre tati, c'est pas la mienne non plus. On va commencer par World Wonders, qui n'est pas un exemplaire presse. Je le précise, parce qu'il y a eu pas mal d'exemplaires envoyés à sa sortie au mois de janvier. Moi, je l'ai acheté parce que même si le jeu me faisait moyennement envie, j'avais l'impression en image que c'était un petit peu brouillon, etc. Et ben, il a quand même eu pas mal de bonnes critiques et j'avais envie d'essayer. Alors, je me suis rendu compte que présenter mes boîtes vues de près comme ça avec la caméra, eh bien on ne voyait pas les boîtes, donc est-ce que c'est très utile? Je ne sais pas. Je suis en train d'ailleurs de réfléchir un peu à changer mon angle de vue, la mise en place, etc. Mais je manque un peu de place dans cette pièce. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais finalement, je commence à de moins en moins aimer mes vidéos. Et donc j'ai besoin un petit peu de changement. Bref, c'est pas le sujet. World Wonders, c'est donc un jeu édité par Super Meeple, localisé par Super Meeple, un jeu de Zemendes et illustré par par mes couilles en slip, a priori, parce que ce n'est pas précisé, à part si c'est Zemendes qui fait tout. Bref, ça va être un jeu de pose de tuiles assez original, parce que généralement, dans un jeu de pose de tuiles, notre objectif va être de faire la plus grosse zone d'une telle couleur, et plus elle est grosse, plus ça va nous rapporter de points, globalement à la manière d'un Acropolis. Là, on va avoir un peu cette idée, mais légèrement twistée. Donc en ça, le jeu est quand même assez original pour un jeu de pose de tuiles. Un jeu qui va avoir pour principe de créer des merveilles. Et c'est le terme, les grandes merveilles, les merveilles du monde. Et ces merveilles sont vraiment des gros meeples vraiment gigantesques qui prennent plusieurs cases sur le plateau. Et ça, c'est vrai que c'est assez stylé. Autant sur des vidéos en vue supérieure et tout, ça rend vraiment que dalle. Autant quand elles sont posées sur la table, qu'on les pose sur notre plateau, c'est quand même assez jouissif. Ça fait partie du gros plaisir du jeu. C'est pas tellement le moment où vous posez vos petites tuiles qui sont un peu... c'est des tuiles quoi, tout simplement. Mais quand vous venez poser vos gros meeples, c'est franchement cool. Et des meeples, il y en a un paquet, je crois qu'il y en a une vingtaine, 21 monuments. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Ils auraient pu faire un jeu assez limité, 5-6 merveilles et puis basta. Là, non, il y en a beaucoup. En pratique, comment ça se passe? Eh bien, à chaque tour, vous allez devoir acheter une tuile. Ces tuiles-là, elles vont coûter de l'argent. Vous avez un petit plateau personnel, vous avez 7 pièces, 7 unités d'argent à chaque tour. Une fois que vous avez tout dépensé, vous ne pouvez plus jouer, vous attendez que les autres finissent si vous êtes en multijoueur. Des petites tuiles coûtent pas beaucoup d'argent, des grosses tuiles coûtent beaucoup d'argent. Ces tuiles, une fois que vous les achetez, vous êtes obligé de les placer sur le plateau et pour les placer, il faut soit que cette tuile-là soit connectée à une route, que vous pouvez acheter également, ou alors une posée adjacente à un bâtiment de la même couleur. Et donc c'est en ça que vous allez faire généralement des grosses zones d'un type de couleur, non pas pour marquer, mais pour pouvoir poser ces bâtiments, pour peut-être scorer quand même, sans avoir besoin de poser des routes. Parce que poser des routes, ça vous prend de l'argent, ça vous prend un tour, et en attendant, peut-être que vos copains vont prendre les tuiles que vous cherchiez, voire les monuments. Bien sûr, vous pouvez prendre des monuments. Les monuments, ça coûte ce que vous voulez. Sauf que ça, en fait, utilise tout l'argent qui vous reste. Donc, généralement, vous allez peut-être essayer de gérer votre tour de manière de faire en sorte que vous achetiez votre monument à une seule pièce. Mais si vous attendez, peut-être que le monument sera shippé. Donc, peut-être que si vous intéresse vraiment, vous y allez dès le début du tour. Vous claquez votre 7 pièces dedans. Vous faites rien d'autre de la manche, mais au moins, vous avez votre monument. Ces monuments-là vont vous rapporter des points directs, qui sont représentés par des anneaux, mais vont vous rapporter des ressources, généralement également. Mais pour les placer, il y a des conditions. C'est différent pour chaque bâtiment, pour chaque monument. Si ce sont des ponts, il faut les mettre au-dessus d'une rivière. Si c'est tel ou tel truc, il faut que ça soit à côté de bibliothèques, mais également à côté de temples, mais adjacent aussi à des routes. Bref, vous avez des critères. Et donc, que ce soit ces monuments ou les bâtiments que vous créez, généralement, le plus gros rapport de points, ça va être de gagner des ressources qui vont être des pots là, des pots en terre cuite, ça va être de gagner de la nourriture et le troisième truc, je sais plus ce que c'est. Bref, vous augmentez vos pistes en fonction de ce qui est dessiné sur le bâtiment que vous posez et quand vous passez certains seuils sur votre plateau, il y a des personnages.
Dès que vous déplacez un personnage, vous augmentez sur votre barre de population et la partie est terminée quand vous arrivez au maximum de la barre de population. Et dans ce cas-là, vous regardez les points que vous avez qui sont des anneaux dessinés sur vos différents monuments et vous comptez, vous regardez vos ressources, vos 3 lignes de ressources et vous allez marquer le nombre de points de la ressource qui est le moins présent. Donc si vous avez 7 nourritures, 7 plantes et 5 de la 3e ressource dont j'ai oublié le nom, vous allez marquer tout simplement 5 points. Donc en fait votre but va être un peu d'équilibrer, de tout faire monter en même temps. Ça c'est pour le multijoueur. Moi, je n'y ai jamais joué en multijoueur, j'ai joué uniquement en solo. Le solo, c'est très simple, vous êtes toujours 2e joueur. Vous jouez donc toujours après, j'allais dire Tom, mais Tom, c'est pas dans ce jeu-là, je crois que c'est dans un autre jeu. Je mélange un peu les noms des petits automates, bon bref, peu importe, il y a un petit paquet de cartes que vous mélangez, tchac, 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 et ça, vous le retournez, et ça vous dit ce que l'adversaire va prendre. Il va prendre ça, si ça c'est pas plus ça, si ça c'est plus dispo, il va prendre telle tuile, si telle tuile n'est plus dispo, il va prendre tel monument par exemple. Donc, petit ordre de priorité. L'automa arrête de jouer quand vous décidez de mettre fin à votre manche. Et finalement, la partie se terminera soit à la fin des 10 manches, c'est-à-dire que chaque paquet de tuiles est vide, comme en multijoueur, soit quand quelqu'un, vous en l'occurrence, avez atteint la population maximale. Et vous allez comparer votre point à l'automa, sachant que l'automa, si vous jouez en facile, le seul truc qui score, ce sont vos ressources à vous. Vous comptez la ressource qui est le moins avancée, lui, il va faire la somme de vos 3 ressources. Donc si on imagine que vous êtes au max, c'est 13 au max de chacune des ressources, vous marquez 13 points, parce que c'est celle qui est le moins importante, et lui va marquer 39 points que vous devez battre, et donc vous allez devoir faire le delta avec d'autres manières de scorer dans le jeu. Si vous jouez en difficile, vous lui donnez les points de victoire des monuments qu'il a créés, ça va rajouter 5-6 points en plus. Donc un mode solo extrêmement facile à jouer, extrêmement facile à gérer. Mais un mode solo qui repose sur un scoring extrêmement bizarre, puisqu'il va vous imposer de jouer d'une manière totalement contre-intuitive. Parce que dans ce jeu, le but c'est d'essayer de gagner le plus de ressources possible en réussissant à mettre des gros bâtiments qui rentrent bien dans les coins, de mettre des monuments par-ci par-là. Là, plus vous allez gagner de ressources, moins vous allez avoir de chances de gagner, parce que toutes les ressources que vous allez scorer, que vous allez mettre dans vos trucs, l'ordinateur, l'automa, va les scorer. Si vous faites 13 points de ressources à la fin, lui il en fait 39, ça vous fait 26 points d'écart. Et donc vous allez devoir compenser. Donc la meilleure stratégie, et finalement je pense la seule stratégie pour jouer, c'est de miser vraiment sur acheter 0 bâtiment, que ceux qui sont uniquement nécessaires, mais d'acheter uniquement des routes. Pourquoi ? Parce qu'un moyen de scorer, c'est quand vous avez un bâtiment qui est posé sur votre plateau, qui est entièrement encadré par des espaces qui ne sont pas le vert du plateau. Donc ça peut être des monuments, ça peut être un autre bâtiment, ça peut être des routes, ça peut être de l'eau, etc. Il faut encadrer. Donc, si vous avez une stratégie où vous achetez toutes les routes, vous ne gagnez aucune ressource, donc l'automa ne fait aucun point de victoire, et vous scorez chacun de vos quelques bâtiments, achetez des tout petits bâtiments qui ne vous rapporteront pas beaucoup de points de victoire, et de temps en temps, dès que les conditions sont réussies, bam, vous posez votre monument. C'est la seule manière de gagner, j'ai l'impression. Si vous jouez une vraie partie, vous allez vous faire défoncer, à part si vous avez un petit peu de chance ou quoi que ce soit, mais ça ne sera absolument pas rentable. Et du coup, vous allez vous retrouver dans des parties qui seront systématisées, qui seront toujours du même acabit, qui seront finalement des plateaux de fin assez moches. Vous allez être frustré de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, parce que dès que vous allez jouer, lui va marquer au taquet. Donc je trouve ce choix de scoring vraiment très très étrange et qui change vraiment la manière de jouer et qui la rend pas vraiment intéressante au final. Donc moi, ce mode solo m'a quand même assez déçu. Et sans ce mode solo, il y a une autre chose qui m'a perturbé, c'est que créer une merveille, c'est censé être quelque chose d'assez phénoménal, un moment fort de votre partie. Là où dans le jeu, finalement, poser une merveille, généralement, ça va vous rapporter un point de victoire. Un pauvre point de victoire. C'est souvent même moins rentable que certains bâtiments que vous allez poser sur le plateau. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que poser un monument permet d'encadrer un autre bâtiment et donc potentiellement de scorer des points pour ce bâtiment. Il y a aussi des points pour les espèces de forêts qui ont au moins quelque chose de construit à côté d'eux. Donc, c'est pas exactement un point de victoire au sens pur, au sens brut, mais créer une merveille, finalement, ça rapporte pas tant de points que ça. Vous allez peut-être en faire 5-6 pendant la partie, donc à force ça va se cumuler, mais clairement, si vous faites une vraie partie multijoueur, c'est clairement pas le pourcentage, le taux de points de victoire le plus important, alors que c'est censé être le moment culminant de votre partie.
En solo, ça va être un peu différent parce que vous allez jouer à acheter que des routes, donc forcément les routes ne vont pas vous rapporter de points, donc là ça peut être impactant. Mais voilà, moi j'ai aimé la manière dont fonctionnait le mode solo, mais j'ai détesté ce scoring qui pour moi est antinomique. Vous ne pouvez pas faire une vraie belle partie parce que sinon l'automa vous déchirez, vous êtes obligé de passer par une version un peu chiante, un peu exiguë pour jouer et gagner. Donc si je devais résumer le jeu uniquement pour du solo, moi je dirais que c'est du bronze. C'est pas fou. Par contre, en multijoueur, là, on peut se faire plaisir, on manipule les tuiles, on prend vraiment des beaux monuments, etc. Et là, c'est quelque chose que je trouve plus intéressant. Je mettrais un Zogma d'argent, mais pour du solo, franchement, moi, ça a été plutôt une déception. Ensuite, on va parler de Jin, lui qui m'a été envoyé par Matago, premier jeu de la gamme... Je bug. Meeple Expert, un jeu de Benjamin Schwer, là aussi, si l'illustrateur Denis Lahausen. J'ai sorti la vidéo qui a plutôt pas trop mal marché, alors que je pensais que ça ne tirait pas trop, mais je pense que vous avez bien aimé la miniature où je suis déguisé en génie, ou en tout cas ma tête a été rajoutée sur le corps de Will Smith dans Aladdin. Je ne sais pas si vous aviez reconnu les abdos, en tout cas je pense que vous aviez bien percuté que ce n'était pas mes abdos, ça c'était une certitude. Jin, je n'en attendais pas grand chose parce que sur les photos, sur les images, ça faisait très marronasse, ça m'avait l'air un peu brouillon, ça m'avait l'air un peu compliqué, mais j'avais bien aimé, quand j'avais vu cette boîte au Fige, j'avais bien aimé la boîte, j'avais bien aimé le design, l'univers arabe, l'univers des djinns, c'est quand même des thèmes qui sont assez peu réutilisés dans les jeux de société, donc j'avais envie d'essayer. Et Matago me l'a envoyé, premier jeu que Matago m'envoie d'ailleurs, donc bien content. Et en fait, la première chose que j'ai pu constater, c'est que les règles sont extrêmement simples. Je n'avais pas fini de lire les règles, que je savais comment jouer au jeu, et je n'avais pas encore regardé l'iconographie, que j'avais compris ce que voulaient dire les icônes sur le plateau. Donc à partir de là, c'est magnifico, pas rien à redire. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des erreurs de jeu, que je ne crois pas qu'il y en ait eu dans la partie, mais peut-être que oui, hein, on sait tous comment je suis, mais en tout cas sur le papier, ça semble extrêmement simple. Un jeu qui a une mécanique assez originale, c'est qu'on va devoir chasser des djinns, soit les mettre dans notre bouteille, ou en tout cas les emprisonner chez nous, parce qu'on peut aussi les garder dans des cercles magiques, soit les faire fuir. Mais pas n'importe quel djinn, c'est surtout les boss djinns. Les boss djinns, eh bien, ils vont être durs à attraper, plus il y a de djinns, ça va pas être facile à dire, avec eux, plus il va falloir de puissance magique pour les attraper. Mais si vous attrapez tous ces petits copains, les boss, apparemment, ça peut être des boss, ils n'ont pas trop de couilles, donc ils se barrent en courant. La partie se termine, que ça soit en solo ou en multijoueur, si quelqu'un a attrapé / fait fuir ces djinns. En solo, vous allez jouer, c'est dans celui-là qu'il y a Tom. C'est dans celui-là. Et vous allez jouer avec un deck de cartes pour Tom qui va vous dire tout simplement où est-ce qu'il faut rajouter des djinns. Il va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de démons à affronter et du coup vous alliez vous perdre petit à petit et pas réussir avant la fin du deck de cartes de Tom à récupérer tout ce qu'il faut. Sachant que pour moduler la difficulté du mode solo, il y a 3 cartes que vous pouvez rajouter qui sont des cartes qui, de tour, ne se passent rien. Ce qui permet de rallonger un peu la partie et d'avoir du coup d'être un peu moins tendu pour finir la partie. Je ne sais pas si c'est clair, mais encore une fois, il est minuit quand je tourne la vidéo. Bref, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc un mode solo qui est très bien, qui permet de choisir la difficulté, qui permet de se challenger avec une icono très simple. Je vous ai expliqué le but, mais je ne vous ai pas encore expliqué comment jouer. On est sur un plateau et sur ce plateau, il y a des chemins. Sur ces chemins, il y a 2 types de salles. Il y a des salles rondes et des salles carrées. Les salles carrées vont vous permettre de faire des actions basiques. Si vous arrivez à la taverne carrée, vous allez pouvoir récupérer un mage de la zone de base. Si vous arrivez à un autre endroit du plateau où c'est toujours la taverne mais avec une action ronde, c'est l'action spéciale, elle sera bonifiée. Vous pourrez récupérer des mages plus puissants et par exemple récupérer un petit bonus en plus qui s'appelle une clé. Et ça c'est valable pour les 6 endroits du plateau. Il y a toujours une action de base et une action spéciale. Ces actions sont réparties de manière aléatoire sur le plateau. Il y a des trous sur le plateau à dépuncher, à repuncher, etc. C'est galère, vous abîmez vos plateaux, ne faites pas ça dans les jeux, mettez plutôt des tokens, c'est beaucoup mieux. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand vous allez sur une ligne, que vous suivez un chemin, vous arrivez sur votre action, eh bien vous devez laisser votre personnage au niveau de la connexion du chemin que vous avez pris et de la zone, parce qu'au prochain tour, vous ne pouvez pas marche arrière, vous ne pouvez pas faire marche arrière, vous êtes obligé d'aller sur ce chemin ou le chemin là, donc c'est important de savoir d'où on vient, et donc s'il y avait des tokens, on pourrait avoir tendance à shooter dedans, etc. Patati patata, ok, je comprends. Et donc si vous avez bien compris, eh bien comme on ne peut pas venir en arrière, à chaque fois on doit vraiment prévoir un peu notre chemin, essayer de programmer comment faire en sorte que notre boucle
qu'on va choisir va être de plus en plus rentable et va nous aider à gagner en mage, à gagner en puissance, à acheter des vêtements pour avoir des petits bonus supplémentaires, à augmenter notre puissance de base, à augmenter notre puissance maximale, à récupérer des bouteilles et des bouchons pour pouvoir récupérer des jeans, parce que les jeans, soit vous les mettez dans vos cercles magiques qui sont sur votre plateau de base, mais ça ne vous rapportera pas beaucoup de points, soit vous les mettez dans des bouteilles, mais pour mettre un jean de feu, un jean orange en bouteille, il faut la bouteille orange et le petit bouchon pour fermer. Ça, c'est plutôt rigolo. Donc thématiquement, ça marche bien. Au niveau des règles, ça marche bien. L'idée de programmation, de créer son chemin et d'essayer de le bonifier en rajoutant des petits raccourcis, je vous passe les détails, mais on va pouvoir bonifier un peu ses actions. Eh ben, c'est plutôt original, ça marche quand même plutôt bien. Les parties sont assez courtes, ça dure à peu près 40 minutes. Franchement, c'est sympa, c'est un jeu qui est une course à la puissance. Alors cette course à la puissance va être plus ou moins simple en fonction de la disposition de départ, il peut y avoir un peu d'aléas, mais franchement c'est cool, ce solo marche bien. Il n'y a pas vraiment de gros défauts. Au départ, on va trouver que c'est un peu moche, que c'est marron, etc. Mais finalement, une fois qu'on est en jeu, une fois qu'on a posé nos jeans, tout ça, bah, y a de la couleur, ça passe bien. Et puis après tout, on est dans un univers arabe, un univers de désert. Donc ce côté marron, ça va bien, c'est thématique. Mais ça n'a pas non plus été un immense coup de cœur. Il y a quand même deux défauts, moi qui m'embête un petit peu, c'est quand moi, en tant que joueur solo, on m'ampute une partie du contenu multijoueur. C'est-à-dire qu'en multijoueur, on va avoir une mise en place, une asymétrie de base, c'est que chacun va tirer une tuile bonus et une tuile malus. C'est-à-dire que pendant toute la partie, telle action sera bonifiée, mais telle action sera malifiée. Ça ne veut rien dire, mais en gros sera moins bonne. Et ça permet de créer pas mal de rejouabilité parce qu'il y a une dizaine de tuiles positives et une dizaine de tuiles négatives. Ça, en solo, c'est pas possible. J'imagine que ça peut être quand même récupérable, mais j'imagine aussi que c'est pas utilisé parce que ça peut peut-être faciliter la partie ou qu'il y a des combinaisons plus ou moins fortes et que ça peut rendre le challenge plus ou moins difficile. Bref, j'aurais aimé que ça soit jouable officiellement. Ça doit pouvoir se faire non officiellement, mais bon, on est toujours en train de se dire si j'ai gagné, est-ce que c'est parce que c'est trop facile grâce à ça ou pas? Voilà. L'autre chose, c'est que en version avancée en multijoueur, on peut jouer avec des scorings. 3 cartes qui vont nous donner des scorings supplémentaires en fin de partie. Là, en solo, le scoring, en fait, on s'en fiche un peu. Notre objectif, c'est surtout de gagner. On a une feuille où on peut mettre quand même notre score en fonction de notre niveau de difficulté, avec quelques bonus, quelques défis à valider, comme avoir 8 mages ou 0 mages, ou avoir un certain nombre de bouteilles, ou ne pas du tout avoir acheté d'équipement. Bref, c'est des objectifs qui ne sont pas très stimulants, mais bon, qui ont le mérite d'être là, mais on s'en fiche un peu. Et bien ces cartes de scoring supplémentaires, on ne peut pas les utiliser en solo. Après tout, les scorings, on s'en fiche. Mais ça aurait pu être justement des scorings qui se transforment en objectifs. Valider au moins 5 points sur l'objectif de niveau 1 et 6 points sur un objectif de niveau 2. Alors, il n'y a pas 2 niveaux d'objectifs, mais ça aurait été bien qu'il y ait une petite conversion comme ça pour que ces objectifs-là soient utilisables et fasse en sorte que chaque partie soit différente. Ok, on a 12 tours pour virer les 6 boss, mais on sait en plus que pour valider, pour gagner, il faut faire un certain nombre de points sur chacun des objectifs, sinon c'est game over. Et là, ça aurait été stimulant, ça aurait permis de créer un petit twist, parce que très clairement, pourquoi c'est pas un gros coup de cœur, c'est qu'on va avoir tendance, même si l'organisation du plateau est différente, à avoir une petite routine qui s'installe, à savoir comment faire en sorte de faire une belle boucle et de bien comboter pour gagner. Certes, il y a toujours un peu d'aléas, mais au cours de mes 8 parties, j'ai commencé à voir qu'il y avait ce cercle, ce schéma qui se répétait et que finalement, j'avais beau rendre le jeu de plus en plus difficile en réduisant les tours, que je n'étais pas spécialement en panique, que ça avait l'air de plutôt bien marcher. Et donc avoir ces petits scorings et ces petits objectifs supplémentaires obligatoires de fin de partie, ça aurait pu twister un peu et faire que ça casse un peu mon schéma que je m'étais créé. Donc ça marche plutôt bien, mais il manque un petit truc. Je ne sais plus du tout combien je lui ai mis dans ma vidéo. Je pense que je lui ai mis un zeugma d'argent parce que c'était bien, mais un zeugma d'argent un peu teinté de bronze parce que j'en ai fait 8 parties et on m'a un peu repris en commentaire, c'est que j'ai pas envie de le ressortir de sitôt. Alors certes, on m'a dit que avec tous les jeux auxquels je jouais, je ne vais pas ressortir beaucoup des jeux, c'est totalement vrai, mais il y a l'intention de le ressortir, avoir envie de le sortir et le ressortir. Voilà. Petite différence. Bref, là, j'ai pas franchement envie de le ressortir. J'ai fait 8 parties, j'ai l'impression d'avoir maîtrisé le jeu et justement, il n'y a pas ces petits twists qu'il y a en multijoueur pour me donner envie d'y retourner. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que ça fait vraiment 22 minutes que je parle alors que j'ai présenté que 2 jeux? J'espère qu'au montage, il y avait plein de moments où je bâillais aux corneilles pour couper un peu tout ça. Allez, il nous reste 2 jeux. On va commencer par un jeu qui s'appelle non pas Lovecraft, même si c'est écrit en gros, il s'appelle Aventure Z,
Lovecraft, qui est symbolisé par ce petit logo-là, parce qu'en fait, c'est le premier d'une série. C'est un jeu qui m'a été envoyé par Zacatrus, qui m'a contacté, et j'ai dit oui, parce que j'avais vu une vidéo, même plusieurs vidéos, des jeux en carton qui démontaient le jeu. Il a démonté au moins dans 2 vidéos, genre les jeux que j'ai revendus et les jeux qui m'ont déçu, ou je sais plus, bref, il fait tellement de vidéos lui aussi. Il n'a pas du tout aimé, et quand on m'a proposé, j'avais envie de voir si clairement, si j'étais d'accord avec lui ou pas. Donc vous voyez, hein, c'est bien le numéro 1, et il y a un deuxième opus qui sort justement là, au mois de... dans 2 semaines, sur un thème Heroic Fantasy qui s'appellera Heroes. Point positif, point négatif, ouais, je sais pas. C'est un jeu de Sylvestre Pastor et illustré par Pablo Vidal, mais ça aussi, on va y revenir. Qu'est-ce que c'est Lovecraft? Eh ben, c'est un livre-jeu aventure. On ouvre la boîte, clairement, c'est simple. On a notre petit cahier avec, eh bien, des plateaux. On va commencer sur une carte, sur un endroit A. On va mettre notre petit pion. Ça se joue en solo ou en duo, mais clairement, ça se joue très bien en solo. Je pense que c'est même plus un jeu solo. Il n'y a pas besoin de coopération, ça ne servira à rien. Clairement, ça se joue tout seul. Vous commencez toujours sur le niveau A. Et à chaque tour, vous avez 2 points d'action. Soit vous pouvez vous déplacer, soit vous pouvez examiner la salle. Donc, allez regarder en dessous ce qu'il y a pour le numéro A. Et dans ce cas-là, vous lisez le petit texte. La vue sur le lac est magnifique. Après avoir posé vos valises, vous inspectez votre chambre. Peter a séjourné ici. Vous pouvez chercher des indices sur les locataires précédents. Si vous réussissez, et donc là, il y a un test de compétences qui nous est proposé. Donc si on réussit ce test de compétences, on peut chercher des indices sur les locataires précédents sous le lit, derrière le tableau ou bien dans les armoires. Et donc on va avoir accès à différents textes parce que c'est 3 chapitres différents. On a un petit timer qui est ici. Si on arrive à la fin, mince, il restait un petit jeton dans le livre. Si vous arrivez à la fin ici, eh bien, vous mourrez dans d'atroces souffrances. En fait, je ne sais même plus ce que ça fait si on arrive au dernier tour. Oui, je crois que c'est game over, hein, parce que ça ne m'est en fait jamais arrivé, hein, parce que j'avais bien retenu qu'il va aller finir avant le dixième tour. Alors, c'est pas toujours 10 tours, hein, ça dépend les trucs. Et donc, globalement, quand vous avez fini de faire toute votre petite chose sur une carte, eh bien, vous pouvez aller sur une autre carte et avancer dans l'histoire. Sur la boîte, il y a écrit plusieurs trucs. Il y a écrit 40 plateaux. Ça, c'est vrai, il y a 40 plateaux. Il y a écrit 20 à 40 minutes par plateau. Ça, c'est faux, on va y revenir. En gros, il y a 40 plateaux, mais en fait, il y a 2 histoires. 2 histoires qui sont totalement indépendantes. Donc, c'est bien possible qu'elles soient 20 plateaux pour l'un et 20 plateaux pour l'autre, ça, j'ai pas vérifié. Ces 2 histoires sont totalement indépendantes et sont dans un univers de Lovecraft. On va bien sûr reconnaître l'Académie Miskatonic de Dunwich et on va reconnaître aussi Innsmouth. Enfin, on le reconnaîtra ou on ne reconnaîtra pas, mais en tout cas, on reconnaîtra le nom. Donc, on est dans des univers de Lovecraft. On sait que Lovecraft c'est un univers ouvert, tout le monde a le droit de rajouter sa petite étincelle à cet univers, sa petite graine, etc. Donc pas de souci. Chaque plateau en pratique va durer 2 à 5 minutes. Quand vous avez fini une histoire, un scénario, c'est 1h30. Donc vous avez 3 heures en tout pour 20 €, 2 enquêtes, enfin 2 enquêtes, non, 2 histoires, c'est plutôt ok. Absolument pas 20 à 40 minutes par plateau, hein, vous n'avez pas 1600 minutes de jeu, ne vous y trompez pas. Vous avez donc 1h30 par scénario, et en fait ces scénarios ont généralement 5 fins différentes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais en tout cas il y a plusieurs fins différentes. Bien. C'est vraiment un jeu livre-aventure, donc vous vous déplacez, vous lancez les dés, vous lisez, etc. En soi, j'ai passé une bonne soirée. J'ai fait les 2 sur une soirée, c'était plutôt ok. Je m'attendais à vraiment quelque chose de mauvais, vu comment jeu en carton l'avait détruit. Et en vrai, c'est bien. C'est un bon jeu. C'est pas un très bon jeu, mais pour l'expérience qu'on peut en attendre, eh ben ça passe. Mais il y a plusieurs problèmes. Le plus gros problème, c'est que graphiquement, ce n'est pas graphique. Ce sont des éléments récupérés sur Google Images ou sur des banques de données qui sont collés sur un fond. On a vraiment l'impression d'être dans Skyrim, où vous avez des textures dégueulasses et dessus vous rajoute un caillou HD. Décidément, ce token, il n'arrête pas de se barrer. Donc vous avez vraiment des chaises qui sont copiées-collées, retournées, etc. pour être mises tout autour de la table. Globalement, parce que je ne vais pas mettre d'incrustation, je pense, c'est pas ultra beau. Il y a des petits niveaux où, ok, on est dans des grottes, etc. Allez, un petit spoil. Là, ça fait un peu plus Lovecraft, mais c'est quand même assez basique. Et là où c'est risible, regardez-moi cette carte là, si on n'est pas sur une vieille map de Warcraft 2 bien dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. Et attendez, là il faut que je retrouve, c'est par exemple le deuxième plateau, allez le premier plateau, regardez-moi ces bonhommes ici en simili 3D qui sont collés là-dedans,
c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça comme... ils se sont dit comme idée, bah c'est bien, on va mettre des personnages en 3D. Et encore là, on les voit pas trop, ils ont des chapeaux, mais il y a un niveau. C'est... Oui, regardez-moi tous ces beaux petits chauves avec un crâne bien luisant et en 3D. Certes, j'ai l'impression d'être immergé dans ce bar parce que je me vois partout, mais c'est moche quoi. On n'a pas des tables qui sont en 3D et on a des bonhommes qui sont dessinés en 3D dessus. C'est particulier. Bref, graphiquement, c'est pas bon, mais c'est pas tout dans un jeu. Comme je vous dis, c'était plutôt plaisant. Au niveau de l'ambiance, surtout que moi je me suis mis, du coup, c'est une des rares fois où je me mettais où j'ai joué de la musique. Moi je me suis dit, on se met une petite musique, une bande son, univers de Cthulhu, ça va être assez cool. Et clairement, ça m'a bien mis dans le jeu, c'était assez chouette. C'était plaisant, mais le problème, c'est que ça souffre vraiment de la comparaison avec Horror Arkham. C'est que, ayant déjà joué à Horror Arkham, ayant déjà vécu dans cet univers, ayant déjà eu des expériences, des événements, j'ai trouvé Horror Arkham, qui est un jeu de cartes évolutif, beaucoup plus narratif et beaucoup plus immersif que ce jeu livre aventure. Pourquoi ? Parce que déjà, niveau scénario, c'est tout simplement plus poussé dans un Horror Arkham. Là, le scénario est comme assez léger. Vous allez lire pas mal de textes, mais beaucoup de textes qui sont finalement « Ah, bah la cuisine est vide » où il y a une trace de sang par terre, mais finalement, qui ne va pas vous apporter grand-chose au lore et à l'histoire. Donc, vous allez perdre pas mal de temps à faire des choses inutiles. Et sinon, même l'histoire, elle est quand même assez rapidement expédiée. Surtout la première. La deuxième est un peu plus profonde. Et en plus, bah, vos choix vont avoir finalement assez peu d'impact parce que dès que vous faites un choix, vous faites un test. Vous faites d'un lancer de dés. Vous avez réussi, bien. Vous n'avez pas réussi, pas de bol. Si vous voulez, vous reprenez un tour pour recommencer. Mais du coup, vous n'avez pas vraiment l'impression d'être immergé dans ce choix et dans cette action parce que ça dépend totalement du hasard. Là où dans Horror Arkham, vous avez vos cartes, vous allez essayer de jouer stratégiquement ce que vous avez en main pour pas mourir. Et certes, c'est deux jeux qui sont totalement incomparables, c'est deux modes de jeu totalement différents, un jeu qui est beaucoup plus expert que l'autre, un jeu qui est beaucoup plus cher que l'autre, qui est beaucoup plus long que l'autre, mais il n'empêche que je préfère jouer 100 fois Horror Arkham qu'à ça. Et c'est pour ça que son problème, je pense que c'est d'avoir utilisé en premier épisode Lovecraft. C'est vendeur, mais dans un marché de jeux de société, il y a quand même beaucoup de gens qui ont déjà joué à des jeux Lovecraft, donc Arkham notamment, et je pense pas que c'est ça qui va beaucoup plus les marquer. Surtout en tant que joueur solo, Horror Arkham, ça reste quand même un des jeux qui est le plus souvent cité dans les tops des jeux solo, donc il y a des chances qu'on demande un peu plus que ça. Et c'est ça qui m'a bloqué, je pense qu'il aurait fallu que ça soit dans un autre univers, que ça soit un autre truc et que ça soit une autre expérience. Pour le coup, le deuxième épisode est sur un univers Heroic Fantasy, Heroes. Même si je viens de dire que ça doit être dans un autre univers, ça m'inspire pas des masses non plus. Mais je n'y ai pas joué. Donc voilà, finalement, c'est une bonne expérience. J'ai passé 3 heures qui n'étaient pas du tout désagréables, mais graphiquement, ça ressemble à rien. Et j'ai trouvé que ça manquait de scénarisation, que c'était pas assez profond, que clairement, ça m'a juste... Après ça, je me suis dit, et ça fait longtemps que je ne me suis pas fait une campagne d'Horror Arkham, et là, j'y pense, je suis en vacances encore, parce qu'en ce moment, je suis toujours en vacances, à me faire le festin de Hemlock Vale lors de ma première semaine de vacances. Donc voilà, franchement, j'ai mis quoi ? Ouais, un Zogmat bronze. Parce que clairement, il y a beaucoup mieux. Alors, je ne suis pas un grand fan des livres-jeux aventure, parce que je sais que c'est toujours un peu ça. Vous lisez quelques lignes et vous faites du lancer de dés, et qu'il y a beaucoup de livres-jeux aventure qui sont finalement assez peu scénarisés. Donc je pense qu'il reprend exactement les mêmes défauts que tous les jeux du genre. Mais ça ne m'a pas totalement convaincu. Ok, 32 minutes. C'est bien, à chaque fois que je parle d'un jeu, ça prend 10 minutes. On avance tout doucement. J'ai bien la flemme de faire le montage demain. Donc, GG Charlie de parler à chaque fois 15 ans des jeux. Surtout que j'ai remarqué que les dernières vidéos de ce type étaient moins regardées. Donc je pense que c'est les jeux qui étaient moins vendeurs. Mais en même temps, plus je fais ce genre de vidéos, plus je parle longtemps. Donc, au départ, j'avais tendance à vous proposer un truc assez condensé. Mais finalement, au plus ça dure, au plus c'est long. Et je me demande si ça vous saoule pas que je parle autant. Bref, on finit par Chocobo's Dungeon de Board Game. Un jeu, forcément, c'est Square Enix. C'est eux qui ont la licence. Est-ce qu'ils ont pris un autre petit truc, un autre éditeur? Non, ça doit être fait en interne. Alors, le caractère design, on s'en fiche. Parce que, on s'en fiche. Avec tout le respect qu'on voit à Final Fantasy. Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont notés? Non. Bon, ça c'est un jeu que j'ai acheté parce que moi, forcément, j'adore Final Fantasy. Sans avoir une collection dédiée Final Fantasy, j'achète pas mal de produits dérivés ou en tout cas d'éditions collector ou de choses comme ça. Et ça, clairement, ça me donnait pas mal envie. Alors déjà, j'ai pu voir qu'il y avait un petit macaron 4 ici qu'on voit. Donc ça voudrait dire qu'il y a déjà au moins 3 autres jeux dans cette Chocobo Analog Game Series. Pour autant, c'est le premier dont j'entends parler.
Chocobo's Dungeon, c'est une licence de jeu de dungeon RPG que j'aime, que j'apprécie, même si c'est un style très particulier et très japonais. Hein, vous vous rappelez, on est un petit chocobo, on avance dans un donjon, donc on avance d'une case de manière orthogonale, et en même temps, on voit tous les ennemis, donc dès qu'on avance, tous les ennemis se déplacent aussi. Et donc tac tac, on va un peu avancer à la manière d'un échiquier, donc de temps en temps, il y aura des contacts, des frictions et des combats. Le but étant d'aller d'étage en étage, de temps en temps retourner à la ville, de récupérer du stuff, de retourner dans le même donjon, de se refaire 10 niveaux de plus, de mourir, de recommencer, etc. Et enfin d'arriver au boss. Là, ça nous propose du coup de s'immerger dans cet univers et donc d'avoir un dungeon RPG. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Est-ce qu'on retrouve une sensation de dungeon RPG? Est-ce que se sent immergé dans le jeu? Si vous voulez. Mais ceci dit, pour un jeu à licence, il y a quand même un jeu derrière. En tout cas, il y a quand même une idée derrière. C'est pas un très grand jeu, mais il y a quand même une idée qui est assez rigolote. C'est un jeu qui est simple. Est-ce que c'est étonnant? Pas forcément, on est quand même sur du produit à licence, on est sur du produit marketing, on est probablement sur des gens qui jouent aux jeux vidéo et pas des gens qui jouent aux jeux de société, donc on va pas leur balancer 40 pages de règles, tiens, prends ton Gloomhaven à la sauce Chocobo. Non, donc c'est pas étonnant que ça soit un jeu simple. Mais pour le coup, c'est peut-être quand même un jeu un peu trop simple, un peu trop familial. Je le pose, l'idée étant d'être dans un donjon. Il y a 4 étages, il va falloir se déplacer des 4 étages pour arriver jusqu'au boss et le tuer. Ça va vraiment être un jeu de loi, où vous vous déplacez d'autant de cases que vous avez le droit, et quand vous arrivez sur une case, eh bien vous allez faire le bonus, soit récupérer des légumes, soit récupérer de la vie, soit perdre de la vie, soit faire avancer la faucheuse. Parce que dans ce jeu, si vous faites rattraper par la faucheuse, c'est-à-dire qu'elle arrive au bout de sa ligne, bah c'est game over. Il y a une autre manière de perdre, c'est si à un moment vous ne pouvez plus jouer de cartes alors que vous êtes obligé de jouer des cartes. Pourquoi? Parce qu'à chaque tour, bah, vous allez jouer des cartes. En solo, vous commencez avec 12 cartes en main, et en fait sur ces cartes, il y a un chiffre. Un chiffre qui va de 1 à 100, et c'est très important. Et également une force. Vous allez jouer, en tout cas il y aura 5 cartes qui seront jouées par tour, parce que vous avez une roue d'action, avec 5 actions qui seront disponibles à chaque tour, et les actions, une action 1, 2, 3, 4, 5. Et donc finalement, vous allez jouer vos cartes de manière à ce que, bah, si vous jouez en position 1, une carte avec 5 carottes, 5 les légumes de Chocobo, c'est plutôt des navets, et bien l'action de niveau 1, la première action, aura une puissance de 5, c'est-à-dire qu'un déplacement, vous ferez 5 déplacements. Si c'est une attaque, vous ferez jusqu'à 5 dégâts. Si c'est manger des navets, bah, vous mangerez 5 navets. Mais vous allez me dire, bah, c'est tout simple, je choisis l'ordre dans lequel je pose mes cartes. Et ben non, parce que c'est là où rentrent en jeu les chiffres. Les cartes que vous jouez vont être mises par ordre chronologique, numérique. Donc, vous commencez, vous, par jouer 2 cartes, celle de votre choix. Par contre, en solo, vous allez tirer 2 cartes de la pioche. Vous ne savez pas ce qui va tomber. Donc, si ça se trouve, vous allez vouloir mettre une grosse carte parce que vous avez vraiment besoin de vous déplacer, mais finalement, ben, la pioche va faire en sorte que les cartes qui vont tomber, ben, ça ne va pas du tout coller dans votre stratégie, parce que vous allez jouer une 5e carte, donc vous allez pouvoir encore essayer d'agencer, de faire en sorte que les actions que vous voulez aient plus ou moins de force, mais vous n'aurez peut-être pas tout à fait le choix. D'autant plus que souvent, sur les 5 actions que vous pouvez faire, eh bien, il y a une action faucheuse qui fait avancer la faucheuse, donc vous ne voulez surtout pas qu'il y ait 5 points d'action sur cette faucheuse, parce que comme je vous l'ai déjà dit, si la faucheuse va à la fin de la piste, c'est game over. C'est probablement un peu flou ce que je suis en train de vous expliquer, mais j'ai tourné une partie de cette vidéo que je vous montrerai ce week-end, qui sera probablement sur la chaîne, et ben là, dans la semaine qui vient. Donc cette petite mécanique est assez rigolote, qui fait pas mal penser à des jeux coopératifs où on n'a pas le droit de parler, d'ailleurs c'est un jeu à discussion, interaction limitée, mais là en solo on s'en fiche un peu, donc c'est assez original. C'est des fois plutôt rigolo quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal, et ok. Le problème, c'est que ça marche quand même moyen, parce que même si c'est rigolo de temps en temps, eh ben, c'est quand même très soumis à l'aléa. Si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de chance. En plus, il y a une mécanique qui fait qu'on ne repioche jamais spontanément. Piocher, c'est une action. Mais pour piocher, il faut pouvoir manger des légumes, les fameux légumes dont je vous parlais. Donc, il va falloir absolument avoir des cartes, parce que vous êtes obligé de jouer 3 cartes par tour. Et si vous n'avez pas 3 cartes en main, eh bien c'est game over. Donc il faut dépenser des actions pour manger des légumes, il faut choisir des actions pour manger ces légumes, donc il vous faut 2 actions pour piocher des cartes. Et finalement, ça va être la chose la plus importante, de piocher. Mais c'est d'une lourdeur, ça veut dire que vous allez passer finalement les 40% de votre partie à faire en sorte juste de piocher,
et après vous allez faire ce que vous pouvez avec les cartes que vous avez en main pour un peu vous déplacer sur le plateau et pour un peu attaquer les monstres. Donc c'est quand même un peu lourdingue. En plus que finalement, il y a assez peu de rejouabilité. Vous avez 4 plateaux, 4 étages. Les étages 2 et 3 sont recto-verso pour vous apporter un niveau plus difficile, mais finalement, la rejouabilité entre ces différents plateaux, elle est assez faible. Les monstres que vous allez pouvoir affronter à chaque niveau, ok, il y en a quelques-uns, mais souvent ils sont en double, triple, etc. Et globalement, ça ne va pas changer le gameplay. Ils vont avoir 4 points de vie, 5 points de vie ou 3 points de vie, mais basta, ça ne va pas aller plus loin. Donc pour un jeu qui se veut un jeu fanservice, il y a très peu de fanservice. J'ai pas eu l'impression d'avoir ah oui là c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça, parce que finalement le contenu est très maigre. Même les cartes Chocobo qui vont de 1 jusqu'à 100, ok on voit le Chocobo qui court, qui est dans différentes postures, mais c'est quasiment les mêmes, et finalement vous allez même plus regarder le Chocobo, vous allez regarder le chiffre et les 3 carottes qui sont sur 5 mm en haut de la carte. Donc voilà, j'ai trouvé ça très décevant. Peu de rejouabilité, toujours la même chose, trop d'aléas, une mécanique pour piocher qui est comme un peu relou, qui marche pas trop. Je pense que c'est meilleur en multijoueur qu'en solo, parce qu'on a un peu plus de contrôle. On n'aura qu'une carte tirée par la pioche, et sinon les autres cartes, ce sont les joueurs qui vont les utiliser. Donc là, on sera plutôt sur cette discussion limitée, etc. On aura un peu moins d'aléatoires, et surtout, on s'amusera sûrement beaucoup plus du fait qu'on est ensemble. Mais j'ai trouvé ça, franchement, pas terrible. Pour moi, il n'y aura pas de Zogma. Est-ce que c'était étonnant? Bah non, c'est un jeu à licence, mais j'avais envie de l'aimer. Et au départ, j'ai été surpris par cette mécanique, je me suis dit, tiens, ça reste quand même original, mais finalement, ça s'arrêtera là. Et bah voilà celui-là, est-ce que j'ai mis 10 minutes? Eh non, j'ai mis 8 minutes pour celui-là. Bref, c'est terminé pour cette vidéo, pour mes 4 avis sur ces 4 jeux. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc la vidéo pour Jin est déjà en ligne, et la vidéo sur Chocobo's Dungeon sortira bientôt. Par contre, eh bien, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas, enfin comme je vous l'ai pas dit, mais il n'y aura pas de vidéo sur World Wonders parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos solo sur le jeu, je crois, et pas de vidéo sur Lovecraft Zacatrus parce que ça vous spoilerait. Non seulement si je vous fais une partie entière, ça va prendre 1h30, ce qui est un peu long, et en plus ça vous spoilerait la moitié de la boîte. Voilà, si jamais il y a des petits liens affiliés en description si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.